Parmi les chantiers qui occupent le Centre d'études ottomanes du Collège de France, figure une participation à l'inventaire des documents ottomans des archives du Bel de Venise, conservés à l'Archivio di Stato di Venezia, et nous y avons trouvé nombre de documents de l'époque qui suivit la paix de Karlowitz en 1699. Cet accord, qui mettait un terme à un conflit opposant l'Empire ottoman à une ligue chrétienne à laquelle participait Venise, est considéré comme un tournant dans les relations de la Porte avec les puissances chrétiennes. En ce qui concerne Venise, notre documentation montre le désir des deux parties de restaurer des relations paisibles et de confiance. Un petit dossier de 3 documents que je voudrais présenter aujourd'hui donne une illustration concrète de ces relations. On y trouve d'abord une lettre adressée au grand vizir, Amjazadeh Hussein Pacha, par l'ambassadeur de Venise, Lorenzo Soranzo, et dont voici le texte. Mon fortuné sultan, alors qu'il n'a pas le droit à restitution des biens saisis en temps de guerre, et alors qu'il sait que c'est contraire à l'Ahidnamé Auguste, l'individu nommé Mahmoud a fait précédemment, en votre sacrée présence, la déclaration mensongère suivante. Alors que, ayant embarqué sur une embarcation française, je me rendais de Kio à Athènes, une galiote pirate vénitienne s'est saisie de moi et m'a pillé en temps de paix. Mon sultan, sachez avec certitude que cette affaire s'est produite avant la trêve et la paix conclue dans le mois de Redjeb de l'an 1110, c'est-à-dire janvier 1699. Il n'y a pas de doute que les représentants de l'État sublime, se trouvant sur la frontière de Morée, savent que l'affaire est conforme à ce qui vient d'être exposé. Attendu qu'il est écrit dans l'article 15 de la trêve et paix conclue que les actes et crimes commis en temps de guerre par les sujets des deux parties doivent tous être oubliés, quels qu'ils soient, et que nul ne doit être importuné à leurs propos, l'espoir de votre sincère ami est qu'il soit évident à votre connaissance, ornement du monde, que la restitution réclamée par le susdit des biens qui ont été pris n'est pas légitime. Quant à votre serviteur, notre droguement sur place, sa tâche consiste uniquement à nous faire connaître les sujets traités dans les firmans émis par l'État sublime et à soumettre à la poussière des pieds de félicité du sultan les affaires que nous soulevons de notre côté. Enfin, les articles 24 et 30 de l'Ahidnamé Auguste disent expressément que les ambassadeurs de la République de Venise n'ont pas à répondre des dettes de tiers. Dans ces conditions, on supplie mon sultan, dans sa parfaite justice, de ne pas accepter ni autoriser des rapports et suppliques contraires au droit et à l'Ahidnamé Auguste. Le débat est juridique. L'ambassadeur ne conteste pas les faits, mais il juge que les biens saisis par Mahmoud étaient de bonne prise. Il peut prouver, par un témoignage qu'on ne saurait contester d'officiers ottomans, que l'affaire est antérieure à la conclusion du traité, dont une clause prévoit la prescription des faits survenus pendant le conflit. De toute manière, les représentants de Venise ne sont pas responsables de dettes particulières et n'ont pas à en répondre. Il s'agit d'une clause classique des capitulations, l'Ahidnamé, accordée par les sultans aux Vénitiens. Mais c'est une marque d'un changement d'époque que de voir l'ambassadeur ne pas faire référence à l'antique tradition et de façon allusive à l'Ahidnamé Auguste, mais bien très précisément à un certain nombre de clauses, d'articles dûment numérotés du traité en vigueur. Un paragraphe remarquable concerne le droguement, autrement dit le traducteur officiel. Dans sa lettre au grand vizir, l'ambassadeur se montre allusif. On sait, par une lettre envoyée au Ketuda du grand vizir, c'est-à-dire son représentant personnel et homme de confiance, qu'il s'agit du premier droguement de l'ambassade, qui aurait été, je cite, importuné, à la suite de la plainte de Mahmoud. Comprenons qu'il reçut une algarade assez sévère. C'est l'occasion de préciser les responsabilités de chacun et de rappeler au ministre d'Ottoman qu'il y a des règles. Rappel qui n'aurait pas été possible quelques décennies auparavant. La vision du rôle du traducteur est complétée dans une 3e lettre adressée au Reif Kutab, le ministre ottoman des Affaires étrangères. Je cite, le droguement en question n'est qu'un droguement. Il n'a pas d'autre fonction que de traduire d'une langue dans l'autre les déclarations émises par les représentants. Car notre dossier contient 2 autres lettres. Celle adressée au grand vizir, qui tout en réglant un cas particulier entend établir un précédent qui empêche le renouvellement de ce genre d'affaires, et elle est claire et argumentée. On pourrait penser qu'elle se suffit d'elle-même. Il n'en est rien. Et les précautions prises montrent que le rapport de force n'était pas encore aussi défavorable qu'on pourrait le dire à la porte. En effet, pour être sûr d'être lu et entendu du grand vizir, l'ambassadeur double sa lettre de 2 autres, certainement accompagné de ces petits cadeaux qui entretenaient l'amitié.
L'appui des destinataires, qui sont deux personnages importants et qui ont l'oreille du grand vizir, doit attirer l'attention et la sympathie de celui-ci. Elles sont rédigées avec soin en fonction de la personnalité de chacun. Au quotidien du grand vizir, l'ambassadeur s'adresse comme à un ami, se plaçant ainsi protocolairement au même niveau que lui. Le message accompagne la lettre au grand vizir avec une requête claire que je cite. Le droguement en question présente à votre félicité les articles de l'Ahidnamé qui précisent que les affaires et les crimes commis par les sujets des deux parties en temps de guerre doivent être oubliés, que nul ne doit être importuné à leurs propos, et aussi que les ambassadeurs n'ont pas à répondre des dettes de tiers. Ce qu'on espère de vous, mon sultan, est que vous daigniez ne pas refuser de prêter votre assistance sacrée à ce que les articles en question soient mis sous les yeux sacrés de son Excellence le Grand Vizir. Le Reis Ülkütap, Rabbi Mehmet Efendi, est un plus grand personnage qui a droit, dans l'adresse initiale, à la formule de politesse « Mon sultan ». Ce qu'on espère du ministre des Affaires étrangères est une intervention politique. Je cite « On sollicite de mon sultan que la vérité de cette affaire soit portée à la connaissance de son Excellence le Grand Vizir. Nous espérons que quand cela aura été pénétré son entendement sacré, il ne donnera pas son accord sacré à ce qu'il soit agi en contradiction avec l'Ahidnamé Auguste, mais qu'il accordera sa gracieuse faveur à ce que le susdit Mahmoud reçoive la sanction qu'il mérite pour sa fausse déclaration et son mensonge, et qu'il soit mis un terme aux vexations qu'on fait subir à notre droguement en chef. » Pour convaincre Rabbi Mehmet Efendi, on le met devant ses responsabilités, tout en le flattant, je cite, « Mon sultan, vous n'ignorez ni ne méconnaissez les articles d'Ahidnamé Auguste que vous avez conclus à Karlowitz dans votre parfaite science et gloire. » En réalité, le traité fit l'objet d'une rédaction provisoire, échangée entre les négociateurs le 26 janvier 1799, mais l'Ahidnamé accordé par le sultan fut émis en avril 1701. C'était la pratique. Certes, dans sa lettre, l'ambassadeur voulait surtout un argument pour engager le Reis Ülkütap à faire respecter les clauses qu'il avait lui-même négociées. Mais c'est un signe des temps, là encore, que de voir l'ambassadeur donner plus d'importance aux capitulations conclues par les diplomates qu'à leur ratification postérieure par le sultan sous la forme de capitulation d'un Ahidnamé unilatéral.